mais ça allait. Et finalement, vous avez pris la décision de repartir, de rentrer au Caire. Oui, je suis restée 6 mois. C'était pas facile pour moi parce que j'ai pas beaucoup à faire là-bas. J'ai trouvé que comme dentiste, je ne pouvais pas avancer. Aussi, là-bas, ça n'avance pas. La clinique, il n'y avait pas les moyens, c'était pas propre. Quand je demandais de nettoyer, d'enlever les araignées, c'était un peu drôle pour eux. Qu'est-ce qu'elle me demande? On ne peut pas faire ça. Alors j'ai trouvé que j'avançais pas. J'ai aussi voulu participer au service dans la maison où j'étais. Il y avait un petit dispensaire pour les brûlures et aussi pour différents soins. Les gens venaient payer une toute petite somme pour avoir le traitement. Et là-bas, j'ai un peu voulu aider. Et voilà, j'ai un peu eu idée de la société, de la culture des gens. Voilà. Et au Caire, où est-ce que vous avez travaillé? J'ai voulu avancer. J'ai voulu avancer, j'ai voulu apprendre plus. Et qu'est-ce que vous avez fait au Caire? Donc au Caire, je suis rentrée et j'ai cherché un peu pour voir où des cliniques qui peuvent me recevoir, pour avoir plus d'entraînement, pour voir plus le travail dentaire. Et là, j'ai commencé à me spécialiser en traitement de nerfs. Et c'est ce que je fais maintenant. Maintenant, le traitement de nerfs est le traitement, si je peux dire, le plus pénible, un des traitements qui sont très coûteux et ça prend du temps. Mais est-ce que la médecine a évolué dans ce sens? Mais c'est vrai que la science a évolué, surtout en traitement de nerfs. Nous avons des moyens plus sophistiqués, nous avons des appareils qui facilitent les choses parce que le traitement de nerfs, ça prend du temps. Donc 2 visites, parfois 3 visites. Mais maintenant, nous avons des appareils qui finissent l'affaire en parfois une seule visite. Alors c'est plus facile. Et bien sûr, l'anesthésie, ça aide, le patient ne sent rien. Et c'est devenu plus facile qu'avant. Le patient ne sent rien? S'il le sent, j'arrête, je ne donne plus d'anesthésie. Je peux utiliser un matériel et attendre à la prochaine visite pour qu'il n'ait pas mal. C'est l'important. Et concernant le traitement de nerfs, parce que c'est mon obsession, j'aimerais pas du tout en arriver là. Qu'est-ce qui aggrave les choses de manière à ce que le patient ait besoin de traiter ses nerfs par la suite? Ah, bon, ça, c'est négliger ses dents. Négliger la carie? Négliger la carie, exactement. Négliger aussi, pas seulement la carie, mais les maladies de la gencive aussi peuvent aboutir à un problème de nerfs. Donc négliger normalement, il ne faut jamais négliger. La médecine dentaire est quand même difficile, peut-être pas en tant qu'étude, mais en tant que pratique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette discipline? Bon, il faut être patient, le traitement de nerfs, mais aussi la médecine dentaire en général. Il faut être très patient et il faut savoir travailler doucement. Il faut comprendre le malade. Oui, mais pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? La médecine dentaire. Bon, j'avais plusieurs choix entre médecine, entre pharmacie, entre médecine dentaire, mais j'ai trouvé que c'était enfin plus proche de moi parce que j'aimais faire des travaux de main. Donc, et aussi, c'est la science. Donc, c'était un peu les deux. Dans quelle manière peut-on dire que la médecine dentaire a évolué? Les gens costauds qui s'écroulent devant le dentiste sur la chaise, est-ce que ça va perdurer? Est-ce qu'il y a eu une évolution quand même? C'est vrai, mais il y a des choses aussi qu'il faut faire. Le dentiste doit aussi très bien expliquer au malade ce qu'il va faire. Et lui expliquer que ça ne fait pas mal et que si jamais il sent une petite chose, qu'il va arrêter, qu'il va ajouter plus d'anesthésie, qu'il va le faire très doucement, que si jamais il a mal, qu'il le dise. Ça, c'est très important au début, expliquer. Et puis faire tout doucement, prendre son temps. Aussi, ce qui a évolué en général dans la médecine dentaire, c'est les appareils, c'est les laboratoires. Tout se passe plus vite qu'avant maintenant. On peut faire une couronne dans 2 jours. On peut faire le traitement de nerfs dans...
les dentistes ou les cliniques des dentistes ont contribué à la transmission du virus C? Ce n'est pas la médecine dentaire, c'est les dentistes qui ne s'occupent pas de bien stériliser leurs appareils et leurs instruments. La stérilisation est très, très importante. C'est là. Et autrefois, quand il n'y avait pas de machine sophistiquée pour la stérilisation, comment est-ce que ça se passait? Bon, ça a commencé avec les bouilloires, justement. C'était pas assez efficace comme méthode de stérilisation. Mais maintenant, nous avons ce qu'on appelle autoclaves. C'est des stérilisateurs à haute température, à pression de vapeur. Ça stérilise très très bien. Vous utilisiez les équipements une seule fois pour chaque patient? Bien sûr. Bien sûr, il faut les changer et mettre d'autres instruments stérilisés pour ce patient. J'ai entendu dire qu'à un moment donné, il y avait un problème d'anesthésie importée et que c'était de la mauvaise qualité et les patients ressentaient quelque chose. Même s'ils prenaient plusieurs injections, ils ressentaient quand même quelque chose. Est-ce que vous avez vécu ce problème-là? Non, voilà. Il y a l'anesthésie locale qu'on utilise d'ici d'Égypte, mais même l'importer, non, j'ai pas trouvé ce problème. Et pourquoi est-ce que le liquide brûle? Pourquoi est-ce que ça fait mal? Parfois, on sent une petite brûlure. Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que... C'est un peu, oui, voilà, c'est un peu acide. On sent une toute petite brûlure, peut-être au début, et puis ça disparaît. Vous essayez quand même d'embellir. Non, mais c'est vrai, d'améliorer la situation, de l'alléger quand même. C'est pas qu'on sent vraiment rien. On peut sentir une petite chose, mais quand on a peur, on sent que c'est grand. On sent que vraiment, oh, ça fait très mal. Quelle était la situation la plus dure ou la plus embarrassante face à laquelle vous aviez agi avec un patient? Il faut dire qu'il y a des choses qui se passent peut-être pour la première fois. Et il faut être patient et comprendre. Il faut expliquer aux patients. Il y a des choses qu'il faut peut-être que je fasse des recherches un peu pour comprendre ce qui se passe. C'est là, quand le patient a mal et qu'on n'arrive pas à traiter son problème. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Il faut être très patient et ça passe. Est-ce que vous avez tendance à parler avec les patients, à les calmer, à passer du temps, à les convaincre? La plupart du temps, c'est parler avec le patient plus que de travailler. Aussi, les Égyptiens, ils aiment beaucoup comprendre, demander ce qu'on va faire. Alors, je prends le temps d'expliquer, parce que ça aide beaucoup. Aussi, le contact humain. Là, c'est très important d'être ami avec votre docteur, surtout votre dentiste. C'est très important. D'après votre expérience en Haute-Égypte, comment voyez-vous la femme en Haute-Égypte? Les conditions sont très difficiles et elle supporte trop, la femme en Haute-Égypte, parce qu'elle aussi, elle travaille. Elle travaille, elle peut aider son mari, elle travaille, elle s'occupe de ses enfants, parfois aussi de ses parents. Et la vie est vraiment très difficile. Tout est devenu cher pour elle, même en Haute-Égypte. Mais elle survit. Est-ce qu'elle a son mot à dire? En Haute-Égypte, non, je ne pense pas. J'ai entendu dire que la femme là-bas était quand même assez puissante, mais qu'elle ne disait pas les choses directement, c'est-à-dire elle exerçait son pouvoir sur son mari d'une façon indirecte. Oui, voilà, peut-être qu'entre eux, mais après tout, c'est l'homme qui dit. Viviane Sarkis, vous vivez au centre-ville, tout près de la place Tahrir. Vous avez certainement vécu beaucoup de choses depuis le déclenchement de la révolution en janvier 2011 et jusqu'à nos jours. Parlez-nous de votre expérience. Bien sûr, on a senti tout commencer, et même avant tout, dans les nouvelles, on parlait qu'il y aura des manifestations à Tahrir, et j'en parlais avec mes amis, et bien sûr, il y avait des gens qui encourageaient et des gens qui étaient tout à fait contre, mais moi j'encourageais. Et je voulais voir les manifestations venir dans la rue, et je voulais voir les manifestants arriver à Tahrir. J'encourageais, j'avais peur. Je n'ai pas été dans les rues parce que, c'est nouveau. C'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour nous. Mais j'encourageais et j'avais peur aussi. On avait très peur aussi au centre, à Tahrir, les habitants. Comment est-ce que vous avez vécu les 18 jours de la Révolution quand il n'y avait pas de police, quand il n'y avait pas de sécurité et qu'il y avait des comités, ce qu'on appelait les comités populaires pour protéger les quartiers? On a eu peur, comme tout le monde,
Mais voyant les voisins aller dans la rue pour faire les comités, ça nous a rassurés et non, ça a passé. Et à présent, comment vivez-vous la situation? Parce que vous êtes tout près de la place Tahrir. Je pense que ça dépend de votre attitude personnelle envers la situation. Parce que pour moi, je ne suis pas contre. Donc, ça ne me gêne pas trop. Et j'arrive à trouver ma route et bouger autour sans aucun problème. Vous n'avez jamais pensé à y prendre part? Si, j'en ai pris part. Dans les vendredis où il y avait des manifestations et que je pouvais aller, j'y allais avec des amis. Et les gaz lacrymogènes Ça, il faut... C'est vrai, ça c'est très pénible. Vous les sentez, hein? Oui, oui. Même en fermant, vous habitez un immeuble? Parfois même en fermant, parce que je sens que ça me brûle aux yeux. Mais la plupart du temps, c'est si je vais sur le balcon et si je vais dans la rue en rentrant. Est-ce qu'il y a une situation qui vous a particulièrement frappé? C'était la dame qu'on a tirée. Vous l'avez vue? Non, je ne l'ai pas vue. C'était sur la place là-bas. Mais ça m'a très touchée parce que je suis une femme et je me suis dit, si je vais dans la rue et que ça arrive. Comment voyez-vous le statut de la femme en général en Égypte? Je vois que ça a beaucoup évolué. Parce que dans notre société, avec l'homme qui domine un peu partout, avec l'homme qui doit travailler, qui doit être là, qui doit avoir son dernier mot, non, ça a beaucoup évolué. La femme égyptienne, bon, elle va dans les manifestations, elle va dans la rue, elle a son mot et elle prend sa place. Elle contribue, elle prend sa responsabilité, elle s'occupe de sa maison. Je trouve que la femme égyptienne, elle fait vraiment tout. Pensez-vous que la femme a des chances d'émancipation dans le cadre du régime actuel? Oui, je vois que surtout dans le régime actuel, il faut que la femme égyptienne aille dire son mot, qu'elle contribue à tout ce qui se passe autour. C'est très important, sinon elle sera opprimée. Est-ce qu'il y a eu un recul pour la femme par rapport à sa carrière professionnelle, notamment politique, par exemple sa place au sein du Parlement ou autre? Non, je ne trouve pas de recul. Je trouve que la femme s'exprime très bien maintenant, parce qu'elle en a besoin pour garder sa place et garder son mot. Quel est votre rêve pour l'Égypte, Viviane? Mon rêve, c'est la démocratie, c'est la liberté. C'est tout ce qu'on demande ces jours-ci dans nos manifestations. Viviane Sarkis, êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis de l'Égypte du lendemain? Non, je suis optimiste. Et pourquoi? Parce que je trouve que ce peuple est très puissant. Ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. Donc j'ai confiance en lui. Vous comptez sur l'énergie du peuple? Oui. Sur sa compréhension? Très bien. Viviane Sarkis, vous êtes une jeune dentiste. Merci de nous avoir permis de faire un tour dans votre monde. Merci à vous.